Bon, moi, j'appelle le premier orateur je pense qu'il a dû parler de peinture déjà avant le mois d'octobre. Voilà, sur Seurat. Je vous laisse la parole, monsieur. Juste à côté de Bien, bonjour à tous. On va donc aborder aujourd'hui le problème de Georges Seurat. Et d'emblée, je crois qu'il faut dire que sa biographie peut se résumer en une phrase. C'est effectivement, véritablement une courte vie qui a été entièrement consacrée à l'art. De fait, Georges Seurat, comme vous le voyez, est mort à 31 ans. Il est mort à 31 ans et après 10 années d'un travail intense, même quelquefois jour et nuit, il est parvenu par conséquent à découvrir une technique picturale tout à fait nouvelle qui consistait à la décomposition des couleurs, la division des couleurs, pardon, et c'est la raison pour laquelle il est considéré aujourd'hui comme le créateur du divisionnisme, plus communément appelé pointillisme. Mais je crois que s'il a une place aujourd'hui importante du fait de sa découverte dans l'histoire de l'art, il ne faut pas pour autant minimiser le problème médical de sa cause de mort, qui, comme nous le verrons tout à l'heure, se situe au centre des problèmes d'histoire de santé, d'histoire de la médecine. Eh bien, envisageons donc cette biographie. Ses origines, il est issu d'une famille bourgeoise parisienne assez aisée. Son père, comme vous le voyez ici, qui se prénommait Antoine, était venu de Champagne pour occuper un poste d'huissier de justice à Paris. Je crois qu'il faut dire d'emblée que c'était un homme assez taciturne, assez renfermé, et qui, grâce à une certaine fortune, est parvenu à prendre sa retraite à la quarantaine, et qui, à 50 ans, a décidé d'aller vivre tout seul dans une propriété qu'il avait acquise au Raincy, et il ne venait à Paris qu'une fois par semaine. Quant à sa femme, sa future femme, Ernestine Fèvre, elle était issue d'une famille parisienne, d'artisans en particulier, et ils se sont mariés tous les deux, Antoine et Ernestine, le 2 janvier 1845, et ils ont vécu d'emblée boulevard Magenta, dans le 10e arrondissement. Mais quand ils se sont mariés, comme vous le voyez, Antoine et Ernestine avaient une différence d'âge importante. Lui avait 30 ans, elle en avait 17. Et ils ont eu 4 enfants, comme vous le voyez, 3 garçons et une fille. L'aîné, qui est apparu 1 an après le mariage, qui s'appelait Émile, qui est devenu dramaturge, je crois qu'il faut le reconnaître assez modestement d'ailleurs. Puis l'année suivante, en 1847, c'était une fille, Berthe, qui a épousé un ingénieur et maître verrier. Et 12 années se sont écoulées entre la naissance de Berthe et la naissance de Georges, qui nous intéresse ici, qui est donc né le 2 décembre 1859. Et enfin, dernier né de cette famille, c'est François, qui lui est mort à l'âge de 5 ans. Ce qu'il faut donc retenir de ce schéma familial, c'est qu'à l'âge de 9 ans, Georges a vécu tout seul avec sa mère dans le boulevard Magenta. Et ceci pour 3 raisons essentielles. La première, c'est que son père, comme nous l'avons vu, était au Raincy et ne venait qu'une fois par semaine dans ce foyer familial le mardi après-midi uniquement. En deuxième cause, eh bien, c'est la différence d'âge avec ses 2 aînés, puisqu'il y avait 12 ans avec Berthe et 13 ans avec Émile, de sorte que les 2 aînés avaient quitté le foyer familial quand lui avait 9 ans. Et enfin, comme nous l'avons vu, François est mort, lui, à l'âge de 5 ans. Il a donc été élevé par sa mère, et ceci explique l'attachement important qu'il pouvait avoir pour elle. Cependant, il faut signaler que cette mère, Ernestine, avait une sœur qui s'appelait Anaïs, qui venait très souvent voir cette femme, sa sœur, qu'il savait qu'elle était presque toujours seule dans son appartement, si bien que certains biographes ont été jusqu'à dire qu'il avait été élevé par 2 femmes, en réalité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette sœur, Anaïs Fèvre, avait un mari qui s'appelait Paul Hercoumonté, qui lui était marchand de tissus, mais qui était peintre amateur. Et c'est cet oncle maternel qui a reconnu chez son neveu des qualités de dessin dès qu'il avait l'âge de 7 ans. Il l'a même initié à la peinture. Et c'est encore lui, cet oncle maternel, qui, quand Georges avait 15 ans,
lui a proposé de s'inscrire dans une école dans une école de dessin et de peinture qui se situait dans le. Je me demande si j'ai pas facile. Non, excusez-moi. Ça saute. Oui, excusez-moi, parce qu'il y a eu un saut là-bas. Qui lui a conseillé, donc, par conséquent, de venir s'inscrire dans une école de dessin, une école municipale qui était tenue par un sculpteur qui s'appelait Justin Lequien. Et ce sculpteur avait pour principe de faire dessiner à ses élèves des reproductions de sculptures. Et c'est ainsi que le tout premier dessin de Georges Seurat que nous possédons est celui-ci, c'est Romulus vaincu d'Acron, d'après Ingres. Il faut reconnaître cependant que ce sculpteur, ce maître, faisait de temps en temps venir un modèle qui faisait poser nu devant ses élèves. Et là encore, nous possédons le dessin que Georges Seurat a effectué sur ce modèle, le voici ici. Et comme il avait été séduit un peu par le visage de ce garçon, il a fait, en dehors de la demande de son maître, il a fait le dessin de la figure, et c'est encore un des premiers dessins que nous possédons de lui. Et ce maître, ce sculpteur, ce Julien Marie Lequem, était intéressé aussi par certains livres. Et il a conseillé à Georges Seurat de lire la grammaire des arts du dessin de Charles Blanc. Charles Blanc était un historien d'art, c'était un académicien, et il a écrit un livre qui s'intitulait « La loi du contraste des couleurs de Chevreul ». Et dans ce livre, il décrit véritablement intensément quelle était la technique, les conclusions de ce Chevreul en question. Qui était ce Chevreul? Eh bien, c'était un chimiste français, dont vous avez la photographie ici. Et ce chimiste français étudiait la façon dont l'homme pouvait interpréter la vision de certaines couleurs. Et il a démontré que deux couleurs sur un fond identique avaient une représentation, été captées d'une façon différente par la rétine humaine lorsqu'elles étaient éloignées ou au contraire lorsqu'elles étaient accolées l'une à l'autre. Et quand elles étaient accolées l'une à l'autre, ces deux couleurs finissaient par en donner une troisième comme perception. C'est évidemment un des éléments qui a retenu l'attention de Georges Seurat. Il l'a gardé véritablement presque toute sa vie et il continue à consulter ce travail de Chevreul d'une façon absolument régulière. Cependant, il faut reconnaître que Georges Seurat, je ne sais pas pourquoi ça saute sans arrêt, que Georges Seurat, lorsque il a quitté ce maître du 10e arrondissement, a été admis à l'école des Beaux-Arts, dans la classe d'Henri Lehmann, dont vous avez la photographie ici. Henri Lehmann qui était allemand et qui avait été naturalisé français et qui est devenu professeur à l'école des Beaux-Arts. Et très peu de temps après son admission à l'école des Beaux-Arts, il est allé visiter cette 4e exposition où il a vu plusieurs peintures de Pissarro, dont celle-ci que vous avez sous les yeux, qu'il avait intitulée La moisson à Montfoucault, et qui a retenu l'attention véritablement de Seurat. Il l'a apprécié énormément parce qu'il a apprécié son authenticité, sa précision, la façon dont cette peinture avait été réalisée. Et pourtant, dans quelques notes qu'il a laissées, il ajoute que s'il a été un peu fasciné par cette peinture, il recherche peut-être dans le dessin et dans la peinture quelque chose d'un petit peu plus scientifique. C'est le terme qu'il a utilisé dans ses notes et nous verrons que nous le retrouverons effectivement dans quelques-unes de ses peintures. Il faut reconnaître qu'il ne va pas se plaire dans cette école des Beaux-Arts. L'enseignement qu'il reçoit ne l'attire pas beaucoup, de sorte que comme il a 19 ans, il décide de se faire engager par l'armée pour faire son service militaire, de devancer l'appel, et c'est ainsi qu'il va être appelé à Brest, où il effectuera son service militaire. Et durant son service militaire, il va lire énormément, et il cite dans ses notes 2 livres qui ont retenu particulièrement son attention. Le premier de ces livres est celui d'Humbert de Superville, dont vous avez la photographie ici, et qui a écrit un livre de généralité, là il faut reconnaître, car il étudie tous les éléments qui peuvent jouer sur l'expression artistique, les espaces, les lignes, les tons, les ombres, les lumières. C'est donc véritablement un document très, très général. Et puis, il y a un deuxième livre qui a retenu son attention également, mais cette fois-ci, c'est un livre d'un physicien américain
qui s'appelait Ogden Rood et qui a écrit Modern Chromatics. Et là, il étudie véritablement ce qui a intéressé beaucoup Seurat aussi, c'est l'influence des rayonnements lumineux et des perceptions colorées dans l'expression des dessins. Ce sont deux livres-là qui ont tenu véritablement son attention avec celui de Chevreul, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui l'ont marqué toute sa vie, car il les a gardés en permanence auprès de lui. Quand il rentre de Brest, qu'il a terminé son service militaire, il va décider de se consacrer uniquement au dessin. Et pendant 2 années, de 80 à 82, il y aura effectivement des centaines de dessins. Il est bien évident qu'il n'est pas question de les voir tous, mais je voudrais simplement en représenter quelques-uns, car ce qui l'a intéressé dans cette période de dessin, c'est d'essayer d'étudier les demi-teintes, de sorte qu'il a abandonné le crayon classique pour faire appel au crayon compté. Et effectivement, nous allons voir dans ce tout premier dessin qui date, vous le voyez, de fin 79, début 80, ce premier dessin qui est intitulé Le tronc d'arbre, qui est au musée du Louvre actuellement. Et de fait, il étudie les demi-teintes, on le voit très bien avec cet arbre au premier plan qui est très sombre, et son crayon compté lui permet d'avoir des flous. Mais ce qu'il faut insister aussi sur le fait que non seulement il a changé de crayon, mais également il a pris un papier à grains, avec des grains plus ou moins importants. Et on le voit déjà d'ailleurs dans ce dessin, ici, quand on regarde le sol, le gazon, eh bien, on se rend compte qu'il y a déjà une ébauche de pointillisme en quelque sorte. Il classe lui-même d'ailleurs cette centaine de dessins en différents chapitres, des paysages, des chevaux, des personnages rencontrés occasionnellement, des portraits. Il n'est pas question de les voir tous, mais je voudrais vous montrer un exemple de chaque. Et c'est intéressant quand même. Voici un des paysages qu'il a fait où l'on retrouve véritablement son style, ce papier à grains qui nous donne tout à fait une impression de pointillisme futur, d'une part. D'autre part, le fait qu'il n'y a jamais de contour très très régulier. Il suffit de regarder cet arbre pour se rendre compte que ce sont des petites touches successives de son crayon. En ce qui concerne les animaux, il s'intéressait beaucoup aux chevaux. Voici un exemple de ce qu'il a fait. Vous le voyez là encore, l'importance des traits pour lui. Le sol, ce sont des traits horizontaux. On peut dire presque que le cheval, ce sont des traits verticaux. Et ça n'est qu'un début, car dans les personnages, voilà un autre exemple qui est beaucoup plus net encore, car ce dessin est constitué chez cette femme uniquement de traits obliques, parallèles les uns aux autres, et c'est grâce à la densité de son crayon qui permet, plus ou moins sombre, des traits plus ou moins sombres, de créer véritablement un relief, un volume chez cette jeune femme. C'est peut-être encore celui-ci qui est le plus important, c'est cette femme assise devant un chevalet. Regardez ce papier à grains qu'il a utilisé ici. Effectivement, on voit là manifestement ce qui pouvait intéresser indiscutablement Georges Seurat. Ce dessin est assez superbe, c'est cette femme devant un chevalet ici, qu'on regarde sa robe, sa chevelure, que l'on regarde l'arrière-plan. Manifestement, il y a là un granité qui est excessivement important. Quant au portrait, il en a fait 2 parmi cette centaine de dessins que je vous rapporte. Celui de sa mère, où l'on retrouve encore ce papier à grains, où l'on retrouve encore tout ce pointillé, cette femme qui est en train de coudre, et puis un ami qui était très important pour lui à l'époque, qui s'appelait mon amant Jean. Or, ces 2 portraits ont été acceptés par le jury, ce qui a été bien évidemment une source de joie pour lui, compte tenu que c'était la première fois qu'il était en contact, en quelque sorte, ou qu'il était connu en quelque sorte par le public. Et ces 2 années de dessin, 1880-1882, vont se terminer par une peinture, et c'est là où on constate déjà une rupture avec le style impressionniste ambiant. Vous le voyez ici, que l'on voit le ciel, que l'on regarde les arbres, que l'on regarde le buisson, que l'on regarde les maisons. Il y a là indiscutablement un traitement déjà au point de vue pictural qui est tout à fait différent du style impressionniste de l'époque, et qui est encore beaucoup plus marqué par 2 autres tableaux ou peintures qu'il a faites en cette période 82-83, qui, vous le voyez ici, est à Cambridge. C'est la rue Saint-Vincent, et là encore, on voit toutes ces touches de peinture tout à fait différentes et qui véritablement changent avec le style ambiant. Et celui-ci, qui est peut-être encore le plus net, que certains considèrent comme l'ébauche véritablement du pointillisme, et qui est au Metropolitan à New York et qu'il a intitulé Sous-bois à Pont-au-Vert. Cette période, véritablement, ces dessins marquent cette rupture avec le style ambiant, et c'est là où il décide
en 82, de faire un très grand tableau qu'il intitule d'emblée La baignade d'Asnières. La baignade à Asnières. Cette baignade à Asnières, je vous la montre d'emblée. En réalité, cette peinture a une histoire. Elle a une histoire car elle a duré 2 ans pour être conçue. 2 ans parce que pendant ces 2 années, il est allé à Asnières, Asnières qui était un lieu de baignade populaire. Il est allé pendant 2 ans avec son chevalet, de temps en temps faire un dessin, de temps en temps faire une peinture de petit format. Au total, on compte environ une quinzaine de peintures et une dizaine de dessins. C'est quelque chose de considérable, de petits dessins. Et c'est au retour dans son atelier, 2 ans après, qu'il a fait ce schéma, cette peinture, cette peinture excessivement importante, qui mesure 2 mètres sur 3 mètres, donc qui est excessivement importante. Et voici quelques exemples de ces peintures et de ces dessins qu'il a fait pendant ces 2 années. En voici une, personnage dans l'eau, vous le voyez, 15 cm sur 25 cm. Il a fait d'autres dessins ici où il y avait un arc-en-ciel de 2 personnes qui étaient au bord de la Seine. Quelques dessins. Ici, c'était un homme qui était couché le jour où il est venu et qu'il a fait en dessin. Un autre, c'était un garçon qui était assis au bord de l'eau et qu'il a fait également en dessin. Et quand on regarde ce dessin, on les retrouve. On retrouve ce garçon qui est assis, que vous voyez ici, avec le chapeau, celui qui était tendu sur le sol qu'il avait dessiné, les personnages dans l'eau qu'il avait peints à ce moment-là. On voit également le pont de Courbevoie dans le fond, avec ici l'île de Jacques qui est en face d'Asnières, que nous reverrons encore tout à l'heure, car cette île de Jacques a également une histoire. Mais si on regarde au fort grossissement cette peinture, on se rend compte que là aussi, ce sont des accolements de peinture qui correspondent à cette division des couleurs dont on a parlé tout à l'heure. Et puis on retrouve cet esprit qu'il a signalé tout à l'heure, ce goût un peu géométrique, car quand on regarde en détail cette peinture, on se rend compte que par exemple l'homme qui est couché sur le sol est tout à fait parallèle à la diagonale de sa peinture, que la berge de la Seine est diagonale à cette peinture, que le pan de Courbevoie est parallèle à la ligne d'horizon. Donc il y a là une recherche géométrique qui est importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette baignade d'Asnières, il l'a présentée au Salon 1884. Et là, on ne peut pas s'en étonner, le jury a refusé cette peinture. On sait combien le jury était assez difficile avec les jeunes peintres qui voulaient exposer. C'est la raison pour laquelle il va se tourner vers les artistes indépendants qui présentaient peu de temps après d'ailleurs le salon de 1884, le 10 décembre, qui ouvrait un salon qui s'appelle le Salon d'hiver. Il va présenter cette baignade d'Asnières au Salon d'hiver. Et là, les critiques seront nombreuses. Certains estiment que c'est une peinture intéressante, mais qu'elle est un petit peu froide, que c'est un peu une construction un peu calculée, que ça manque un peu de vie. Donc, il y a certaines critiques qui sont émises à cette période, sauf une personne en particulier, Félix Fénéon. Félix Fénéon, qui est donc un critique d'art et un journaliste, qui lui a été véritablement très, très intéressé par cette technique nouvelle qu'il présentait à ce salon. Et d'emblée, il a apporté son soutien à Seurat et toute sa vie, il l'aidera, toute sa vie, il le soutiendra. Encore faut-il préciser que c'est lui, c'est Félix Fénéon, qui a créé le terme de néo-impressionnisme pour qualifier cette peinture, et ça dans une revue belge qui s'appelait L'Art moderne, qu'il a présenté, qu'il a publié en mai 1887. C'est cette période d'ailleurs, avec les difficultés des membres du jury du Salon classique, que Odillon-Redon a décidé de créer la Société des artistes indépendants. Bien évidemment, Georges Seurat s'est immédiatement précipité pour s'inscrire dans cette revue. Et c'est à cette période qu'il décide véritablement de créer lui-même une technique picturale nouvelle. Et pour ça, il va se baser sur le cercle chromatique que nous connaissons bien, avec ses couleurs primaires, le jaune, le rouge et le bleu, les couleurs secondaires qui sont faites de l'association de deux couleurs primitives, et puis les couleurs tertiaires qui, elles, sont constituées par une couleur secondaire associée à une couleur primaire qui lui a donné naissance. Vous avez ici l'exemple, par exemple, de l'orange, qui est une couleur secondaire, mélange de jaune et de rouge, et un autre exemple ici de couleur tertiaire, c'est le mélange d'un violet d'une part avec un rouge, couleur primaire, qui vous donne cet aspect ici, un petit peu violacé, ou alors d'un bleu, couleur secondaire, couleur primaire avec un bleu, couleur secondaire, qui vous donne cet aspect.
Et c'est à cette époque qu'il a imaginé l'idée de non plus mélanger ces couleurs sur sa palette ou sur son papier, mais d'accoler, en suivant la règle de Chevreul, d'accoler véritablement l'une à l'autre des couleurs différentes pour en créer une troisième. Et de ce fait, il obtiendra toute une série d'effets de ces mélanges de couleurs. En voici un exemple ici, le bleu et le jaune mélangés, qui donnent par endroits indiscutablement une couleur verte. Et c'est ce style-là qu'il va vouloir étudier, et c'est à partir de là que pendant 5 ans, de 1885 à 1890, il va tester cette nouvelle peinture, cette nouvelle technique qu'il met en œuvre. Et comme il se rend tous les ans pendant 5 ans sur les côtes normandes, il passera là 3 semaines, 1 mois sur ces côtes normandes à faire plusieurs peintures pour étudier véritablement son style. Et en 85, il commence par Grand-Camp. Voici par exemple les premières peintures qu'il a faites à Grand-Camp, où l'on voit effectivement ce nouveau style pictural, qu'on regarde la mer, qu'on regarde la falaise avec la façon dont c'est traité. Il y a là un pointillisme indiscutable que l'on retrouve peut-être encore plus nettement dans ce deuxième tableau qu'il a fait à Grand-Camp, qui s'appelle la rade de Grand-Camp. Et on regarde le petit muret, que l'on regarde la pluie, les arbustes, la mer, le ciel, indiscutablement, on se rend compte de cette nouvelle technique. Et quand il rentre de Grand-Camp, c'est là alors véritablement un des premiers modèles presque type du pointillisme. Il a fait cette scène à Courbevoie, que l'on regarde la scène, que l'on regarde la façon dont il a traité l'arbre, la façon dont le village dans le fond de Courbevoie est traité aussi. On se rend compte effectivement que nous sommes en pleine période de pointillisme pour lui et qu'il a parfaitement mis au point cette nouvelle technique. Et c'est le moment où il décide de créer un nouveau grand tableau qu'il veut intituler Le dimanche d'été à la Grande Jatte. Comme on l'a vu, la Grande Jatte, c'est une île qui était juste en face d'Asnières, premier tableau, la baignade d'Asnières. Et voilà, je vous le montre aussi, terminé, ce tableau, où là, on retrouvait les éléments. Et il a fait exactement de la même façon que pour Asnières, c'est-à-dire qu'il est venu tous les jours avec son chevalet dessiner ou peindre. Et il y a là encore quantité de dessins, quantité de peinture pour arriver à ce tableau que beaucoup d'ailleurs ont critiqué, ont constaté également cette structure géométrique. Regardez cette femme avec cet enfant au centre, elle est en plein milieu sur la verticale du tableau, que l'on regarde ce couple, il est également sur une verticale. Il y a là effectivement une recherche géométrique qui n'est pas négligeable. Mais ce tableau, le voilà revenu tel qu'il est, il est bien évident qu'aucun de ces personnages ne se trouvait là au même moment et que c'est la construction de 2 ans de tout ce qu'il avait réuni pour arriver à ce tableau. On peut donc admettre que là, il est arrivé au summum de sa découverte. Il y a un point cependant qui me préoccupe, c'est jusque-là, il n'a fait que des paysages. Et que cette technique du pointillisme est peut-être plus difficile pour réaliser en particulier des représentations de nudité. Alors ici, il y est mis immédiatement, et voilà les 2 premiers tableaux de femmes nues qu'il a fait, où l'on retrouve effectivement sa technique de pointillisme avec indiscutablement une réussite certaine. Et ce qui est intéressant, c'est un détail, c'est qu'il a intitulé le premier poseuse de profil, le deuxième poseuse de face. Jamais il n'a utilisé le terme de modèle. C'était toujours pour lui le terme de poseuse. On ne sait pas pourquoi. Et alors, il a voulu réaliser, une fois de plus, un grand tableau. Vous le voyez, qui fait 3 mètres sur 5. C'est quelque chose d'énorme quand même. Lui, là, il a représenté ces jeunes femmes qui avaient servi de modèle au départ pour mettre au point sa technique du pointillisme. Regardez ces jeunes femmes, regardez les vêtements, regardez le détail, le derrière-fond, les peintures. Et ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est que cette peinture énorme, il l'a faite dans son atelier et il a tenu à remettre dans cet atelier ce tableau que nous venons de voir sur le dimanche à la Grande Jatte, où l'on retrouve le couple que nous avons vu tout à l'heure en détail. C'est un tableau qui a nécessité un travail considérable et un temps considérable au point de vue réalisation. Et il a interprété également, de retour de vacances, il a fait un tableau de la Tour Eiffel. Ce tableau de la Tour Eiffel, le voilà. Vous le voyez, il est à San Francisco, il est aux États-Unis. Et ce tableau, qui vraiment est tout à fait dans le style classique, maintenant néo-impressionniste, eh bien, il a été véritablement admiré par
un historien d'art américain qui s'appelait Meyer Shapiro. Et Meyer Shapiro a écrit en 1958 « Seurat devait être appelé le maître de la Tour Eiffel », tellement il avait été séduit par ce tableau. Et en février, il va assister à l'exposition des 20 de Bruxelles, qui est une exposition importante. Et là, il rencontre un modèle qui s'appelait Madeleine Knobloch. Et c'est le début d'une liaison. Mais il attache tellement d'importance à la peinture que malgré le début de cette liaison, il la quitte pour aller immédiatement, comme tous les ans, sur la côte normande, en particulier au Crotoy. Et voilà le tableau qu'il fait dès qu'il arrive au Crotoy, où là encore, on est en plein pointillisme indiscutablement. C'est une collection privée. Là, il n'y restera pas longtemps. Au bout de quelques jours, il regagne Paris parce que sa femme est enceinte et qu'il veut par conséquent être présent. Il va vivre avec elle, il en fera ce tableau d'elle. C'est un de ses seuls portraits d'ailleurs qu'il fera et qu'il a intitulé « Jeune femme se poudrant ». Et son fils naît le 16 décembre de cette année 89. Et c'est la première fois restant à Paris avec sa femme et son enfant qu'il va fréquenter les musées et qu'il va fréquenter les cabarets. Et voilà le tableau qu'il fera, le Chahut, qui date de 89. Je n'insiste pas sur la technique. Ce que je voudrais dire, c'est que le terme de Chahut est apparu en 1830 il désignait simplement un type de danse qui était un peu type cancan. Il est bien évident que le nom de Chahut a changé de sens depuis. Et il décide de participer, c'est son dernier tableau, au 8e Salon des Indépendants. Voici ce tableau qui a nécessité pour lui un travail jour et nuit intense et qui est le cirque. Et effectivement, c'est un travail intense quand on le regarde en détail. Il y a pas moins de 40 personnages. Tous sont traités différemment. C'est donc un travail énorme qui a nécessité des heures et des heures de travail, à tel point que quand il l'a remis le 20 mars 91, il l'a remis pour être exposé, il avait l'impression de ne pas avoir peut-être totalement terminé. En réalité, si cette exposition débute le 20 mars, il n'en verra pas la fin, car le 26 mars, il y a une forte température qui apparaît, forte température, et il décède 2 jours après, le 29 mars, avec le diagnostic écrit angine infectieuse. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quelques jours après, c'est son fils, âgé d'1 an, qui décède avec le même diagnostic, angine infectieuse. Alors, il est bien évident que l'on doit aujourd'hui se demander s'il ne s'agissait, ils sont enterrés tous les deux au Père-Lachaise, on peut se demander s'il ne s'agissait pas d'une diphtérie, tout simplement, d'autant que la diphtérie, à l'époque, était source véritablement de recherche et de travaux importants. Quelques années avant cette angine infectieuse de Seurat, c'est Klebs qui découvrait le bacille de la diphtérie. Quelques années, 2 ans avant, en 89, c'était Roux qui montrait que c'était la toxine qui était responsable de la maladie, du bacille. Et en 94, après leur mort, cette fois-ci, c'est Émile Roux qui élabore le premier sérum antidiphtérique. Et en 23 seulement, c'est par Gaston Ramon, qui est vétérinaire et biologiste de l'Institut Pasteur, qui développait le premier vaccin antidiphtérique et efficace. Voilà donc par conséquent cette biographie rapidement esquissée de Georges Seurat, qui n'a rien laissé véritablement au hasard et à l'improvisation en créant ce pointillisme. Et l'on peut dire que le résultat de sa recherche intensive a été source d'inspiration pour tous ceux qui, par la suite, ont manifesté leur violent désir de changement, les fauves, les cubistes, les futuristes. Je vous remercie de votre attention. Monsieur Lellenkamp, qui nous a fait un exposé essentiellement artiste sur l'art, oui. Seurat, qu'on connaît mal. Il y a peut-être des questions, je pense à Patrick, sur le diagnostic de diphtérie, puisqu'en fait, ici, on est quand même une société d'histoire de la médecine. Le diagnostic de diphtérie, je ne sais pas, je n'ai pas grand-chose à dire, sinon qu'effectivement, c'était l'une des plus fréquentes façons de mourir d'une angine à la fin du 19e siècle, et que c'était pas, ça se résumait pas seulement au croup. Je ne sais pas ce que tu en penses, Patrick. Tu confirmes le diagnostic en tant que spécialiste. Et il fait peu de doute que
un adulte d'une trentaine d'années qui meurt comme ça avec une angine, avec son fils en plus qui meurt. Combien de temps après d'ailleurs? 15 jours après. 15 jours après. Donc ça fait peu de doute que ce soit la diphtérie. Je vois pas quel autre diagnostic. Avec une angine, oui, c'est possible. Oui. Il est mort en 48 heures, parce que vraiment avec le début de cette Encore température. un virus? Ça ressemble beaucoup à une toxine, quoi. La rapidité de la mort. Enfin, j'avais lu, je crois qu'il y a un consensus sur la diphtérie. Merci beaucoup. Oui. Monsieur, des compliments. Vous avez fait un remarquable exposé, brillantissime. Vous êtes brillantissime. D'une part, par la qualité du travail que vous avez présenté, le temps que vous avez passé pour le faire, et puis vous nous avez instruits, car on connaît tous ce peintre, mais insuffisamment. Et 1000 fois bravo. Alors, j'ai vu sur un des sujets, une des filles dessinait avec des bas noirs. Vous savez que c'est une histoire très particulière. Les filles mettent des bas noirs, n'est-ce pas, depuis cette époque-là. En tout cas, bravo et des compliments. Bon, alors nous allons passer, oui, mon cher Francis. Merci. Eh bien, j'adresse également des vives félicitations à notre ami le professeur Gilgond Krantz. Il nous a évoqué le passage à l'école des Beaux-Arts de Seurat auprès de la classe de Henri Lehmann. Alors, je voulais faire une remarque au sujet de Henri Lehmann. C'est un peintre que j'aime beaucoup et qui, malheureusement, son œuvre a largement disparu dans les incendies de la Commune. Il avait reçu des commandes importantes à l'époque de Louis-Philippe et du Second Empire pour décorer l'ancienne cour des comptes qui était ce que nous voyons au musée d'Orsay et également pour l'ancien hôtel de ville. Et tout ça a disparu dans les flammes. Donc on peut concevoir que dans les années 1870-80, M. Lehmann était un peu triste et peut-être que sa classe n'a pas enthousiasmé ce rat. Je vous remercie.